Bonjour, ravi de vous retrouver. Le 28 novembre dernier, c'est à quelques heures d'intervalle que les dirigeants de deux pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont annoncé qu'ils ne souhaitaient plus une présence militaire permanente de la France sur leur sol, mettant en avant tous les deux la volonté d'affirmer leur souveraineté. Ces deux pays, le Tchad et le Sénégal, font partie du noyau des partenaires parmi les plus proches de la France depuis leurs indépendances respectives, mais leurs trajectoires politiques et sécuritaires internes sont très différentes et leur réalité politique actuelle aussi. Le Tchad est depuis les années 80 le terrain d'observation et d'action privilégié de l'armée française au cœur du continent africain et les opérations extérieures qui devaient au départ être limitées dans le temps, notamment pour contrer les ambitions territoriales de la Libye à l'époque et défendre la souveraineté tchadienne, ces opérations sont devenues permanentes. L'armée française est intervenue directement à plusieurs reprises pour sauver le régime d'Idriss Déby Itno face aux avancées des groupes rebelles. Elle s'est appuyée quelques années plus tard sur les soldats tchadiens, rompus à la guerre dans le désert et prêts à subir des pertes importantes lors de l'intervention militaire française au Mali en 2013. Le fils du président Déby Itno, Mahamat Déby, qui succéda à son père après la mort brutale de ce dernier en avril 2021, fut le commandant en second des troupes combattantes tchadiennes au Nord Mali, aux côtés des soldats français. La France a politiquement favorisé la légitimation du jeune général Mahamat Déby comme chef d'État, président de transition, puis comme président élu au terme d'une élection qu'il ne pouvait pas perdre, comme fut son père pendant 30 ans. Pour une grande partie de la jeunesse tchadienne et de la population de manière générale, l'influence de la France sur la politique intérieure de leur pays, dont la présence militaire était l'illustration la plus visible et la plus explicite, est associée au maintien du Tchad dans les mains d'un même clan depuis plus de 3 décennies, un clan qui contrôle les forces armées et n'hésite pas à réprimer violemment toute contestation. Il n'y a pas de doute qu'en prenant la décision de mettre fin à l'accord de défense et à la présence militaire française permanente, Mahamat Déby savait qu'il allait être applaudi par la jeunesse tchadienne et même par ses adversaires politiques les plus résolus. Cela peut être très utile à l'approche d'élections législatives prévues le 29 décembre prochain. Mais cette décision se justifie sans doute aussi par la volonté réelle du régime de N'Djamena d'avoir les mains libres pour décider d'un nouvel équilibre entre les partenaires extérieurs qui pourraient l'aider à consolider durablement son pouvoir. Ces partenaires sont nombreux à frapper à la porte, le plus surprenant étant sans doute la Hongrie, pays de l'Union européenne dirigé par Viktor Orban, qui a reçu Mahamat Déby en visite officielle en septembre dernier. N'Djamena a aussi montré des signes de rapprochement avec la Russie ces derniers mois. Le ministre des Affaires étrangères russe était de passage en juin dernier dans la capitale tchadienne après une visite du président Déby en janvier à Moscou. Autant de messages plutôt clairs pour signifier à Paris que la France ne devait plus se considérer un terrain conquis. Les autorités tchadiennes ont affirmé qu'elles n'entendaient point remplacer un maître par un autre, et on peut en fait les croire. Il s'agit sans doute davantage de considérer que des accords bilatéraux militaires avec plusieurs pays peuvent davantage servir leurs intérêts politiques propres et l'intérêt général du Tchad, plutôt qu'un lien quasi exclusif avec l'ancien pays colonisateur, particulièrement impopulaire. Même si les contextes politiques au Tchad et au Sénégal sont incomparables, le nouveau pouvoir sénégalais étant issu d'un processus démocratique incontestable, la volonté de tourner la page de relations bilatérales privilégiées, qui s'inscrivent dans la continuité des relations entre un pays colonisateur et pays colonisé, est la même. Les effectifs et les moyens militaires français au Sénégal n'ont jamais été aussi importants qu'au Tchad, et le président Abdoulaye Wade avait demandé et obtenu une réduction significative de cette présence militaire. Les 350 militaires français encore présents sont essentiellement affectés à des missions de formation à l'échelle régionale. Mais une présence permanente, même limitée, reste une présence permanente et a des implications politiques et symboliques réelles. Les dirigeants sénégalais ont tout à fait le droit de demander non pas une nouvelle réduction des effectifs, mais la fin de la présence permanente. Le degré de sincérité et d'honnêteté intellectuelle des acteurs politiques qui portent le discours sur la souveraineté en Afrique de l'Ouest est très variable. Mais le besoin de se libérer de relations nées d'une colonisation qui, du point de vue des Africains, est associée au crime, à l'humiliation et au racisme, est irrépressible. Il faut cependant savoir que la fermeture des bases militaires françaises au Tchad et au Sénégal, et qui sait en Côte d'Ivoire et au Gabon à court ou à moyen terme,
ne nous dit rien des perspectives politiques et sécuritaires dans les pays concernés. Peut-être que le bénéfice le plus important de la fin programmée des bases militaires françaises est qu'elle permettra de sortir de la fixation obsessionnelle d'une partie trop importante des jeunes, et pas seulement des jeunes des pays africains francophones, sur l'influence de la France. Partout, sur tous les continents, les dirigeants politiques et les citoyens angoissés par l'avenir réfléchissent jour et nuit pour chercher de nouveaux marchés pour leurs entreprises, pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières critiques pour leurs économies, pour éloigner les menaces de l'insécurité, de la violence et de la guerre sur leur sol. Dans un monde angoissé et rude, ce serait une grave erreur de laisser guider ses actions par la passion, la colère, les envies de revanche, voire de vengeance par rapport au colonialisme et au néocolonialisme. Il ne faut rien lâcher sur le terrain de l'exigence de vérité et de reconnaissance des crimes de la colonisation, comme le Sénégal le fait au sujet du massacre de Tiaroy. Et il faut faire de la transmission aux enfants une priorité, mais pas pour susciter les ressentiments et la haine qui ne sont jamais, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, les meilleurs guides pour la décision et pour l'action.